Vous connaissez déjà cette phrase, votre médecin l'a dite en vous regardant à peine. Pas d'hormones pour vous. Peut-être à cause d'un antécédent de cancer du sein, d'une thrombose, d'une contre-indication hépatique, et dans le même souffle, il a regardé sa montre, vous êtes sorti avec une liste de suppléments ou avec rien, avec une certitude silencieuse que votre corps venait de vous annoncer qu'il n'y avait rien à faire. Ce sentiment-là, il n'est pas dans votre tête. Ce que ce médecin ne vous a pas dit, ce n'est pas par malveillance, c'est parce qu'il n'avait jamais appris. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette conversation arrive. Je lis chaque message. Votre estradiol, qui oscillait entre 50 et 500 pg par millilitre pendant vos années de cycle, tombe à 0,20 pg par millilitre en post-ménopause. Une chute de 95%, d'une molécule qui régule plus de 400 fonctions biologiques dans votre corps. Et 80% des gynécologues obstétriciens praticiens n'ont reçu aucune formation spécifique en ménopause, moins d'1 heure dans la majorité des facultés de médecine. 75% des femmes ménopausées ne reçoivent aucun traitement adapté. Une femme sur 5 sort du cabinet sans réponse à ses symptômes. Ce que vous avez vécu n'est pas exceptionnel, c'est la norme. Et ce que cette conversation va vous apprendre aujourd'hui, notamment sur une option que la majorité des médecins ignorent encore, va briser une conviction que vous portez depuis ce cabinet, que votre souffrance était une fatalité. Elle ne l'a jamais été. Il y a une date précise dans l'histoire médicale qui explique tout ce que vous vivez. En 2002, une étude américaine appelée la Women's Health Initiative a été interrompue. Les médias ont titré « Les hormones causent le cancer ». En quelques semaines, les prescriptions hormonales ont chuté de 66% aux États-Unis. Des millions de femmes ont arrêté leur traitement du jour au lendemain. Ce que personne n'a corrigé publiquement, c'est que cette étude portait en grande partie sur des femmes qui commençaient un traitement 10 ans après leur ménopause, pas sur des femmes en périménopause précoce. C'était un profil de risque différent. Mais les facultés de médecine n'ont pas mis à jour leur curricula. Moins d'1 heure est encore consacrée à la ménopause dans la majorité des programmes médicaux. Moins d'1 heure dans des formations de 5, 6, 7 ans. Et dans ce vide, votre mère et la mère de votre mère a appris à se taire. Pas parce qu'elle n'avait rien à dire, parce qu'il n'y avait personne pour l'entendre. Alors quand vous êtes entré dans ce cabinet avec vos symptômes, vous portiez déjà 2 silences, le sien et celui qu'on vous avait enseigné à imiter. Et quand vous avez osé dire que quelque chose n'allait pas, on vous a répondu par une montre regardée, une ordonnance vide ou une liste de suppléments. D'un côté, les facultés de médecine n'ont jamais mis à jour leur programme après 2002. De l'autre, un marché entier attendait ce vide. Le marché mondial de la ménopause valait 18,31 milliards de dollars en 2025, prévu à 29,19 milliards d'ici 2034. Cette croissance ne reflète pas des guérisons, elle reflète du désespoir non traité, transformé en ligne de produits, du commerce à la place d'une réponse. Pendant ce temps, la recherche publiait des mécanismes neurologiques précisément identifiés. Des antagonistes non hormonaux testés en phase 3 avec des résultats documentés. Mais entre ces publications et votre salle d'attente, il y avait un gouffre que personne n'a comblé. Ce que votre médecin ne vous a probablement jamais dessiné, c'est un thermostat. Vraiment, un thermostat hypothalamique. Au fond de cette région du cerveau, des neurones appelés KND, identifiés par des chercheurs de Cambridge en 2015, libère une molécule précise, la neurokinine B. C'est cette molécule qui active des récepteurs NK3R et ce sont ces récepteurs qui déclenchent la réponse de dissipation thermique que vous connaissez comme bouffée de chaleur. Pas un dérèglement vague, un circuit neurologique précis, nommé, cartographié. L'œstrogène stabilisait ce circuit. Sans lui, il oscille sans régulation. En 30 ans de pratique, j'ai vu ce schéma exact des milliers de fois. Une femme qui entre convaincue qu'elle développe une dépression,
une anxiété tardive, qu'elle perd la tête. La sérotonine, la noradrénaline, vos neuromodulateurs de l'humeur et de la concentration, dépendent partiellement de l'œstrogène pour leur transmission synaptique. Quand il disparaît, ces systèmes s'appauvrissent. Ce n'est pas une fragilité, c'est de la biochimie cérébrale modifiée. Moi-même, j'avais 52 ans un matin de novembre, assise à mon bureau avant mes premières consultations, je ne finissais plus mes phrases. Il y avait un vide là où il y avait toujours eu de la clarté. J'étais médecin, je savais intellectuellement ce qui se passait, et pourtant je suis restée là, les mains posées sur ce dossier, incapable de nommer ce que je ressentais. Et puis il y a le cortisol, et ça, presque aucun médecin ne l'explique. La chute d'œstrogène dérègle l'axe HPA, votre système central de réponse au stress, de façon chronique et silencieuse. Le cortisol s'élève, et quand il s'élève durablement, le tissu adipeux viscéral stocke préférentiellement, pas parce que vous mangez mal, parce que les récepteurs glucocorticoïdes dans cette zone sont plus concentrés qu'ailleurs dans votre corps. La testostérone, rarement dosée, presque jamais discutée chez la femme après 50 ans, chute en parallèle. Elle emporte avec elle la masse musculaire, l'énergie de fond, le désir. 3 systèmes actifs simultanément, neurologiques, neurochimiques, métaboliques, tous documentés, aucun des 3 expliqué. Quand les bouffées de chaleur persistent, la plupart des femmes se croient responsables. Elles mangent mal, elles gèrent mal le stress, elles font quelque chose de travers. Ce que la recherche établit clairement. Sans intervention ciblée, ces épisodes durent en moyenne 7 à 14 ans. 7 à 14 ans. 25% des femmes les vivent encore à 60 ans passés. Ce n'est pas une phase de transition, c'est une réalité chronique que personne ne vous a annoncée ce jour-là dans ce cabinet. Et la nuit, il se passe autre chose. La progestérone, votre sédatif endogène naturel, est désormais quasi nulle. Elle régulait vos cycles de sommeil profond. Sans elle, l'architecture de sommeil se fragmente. Les phases lentes raccourcissent, les réveils s'enchaînent et la récupération cognitive ne se fait plus vraiment. À cela s'ajoute une résistance à l'insuline qui s'accélère silencieusement dans la fenêtre post-ménopausique, indépendante de votre alimentation, indépendante de votre volonté. J'ai eu une patiente l'année dernière, je l'appellerai Christine. Elle m'a dit mot pour mot « Docteur, je disparais. Je dors peut-être 3 heures, je me réveille trempée, je passe mes journées à fonctionner comme un robot et mon médecin me dit que c'est l'âge. » Je lui ai expliqué ce que la chute de progestérone faisait concrètement à son architecture de sommeil, comment chaque réveil nocturne n'était pas une fragilité psychologique, mais une réponse mesurable du système nerveux autonome à l'instabilité thermique. Et quand elle a compris ça, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardée et elle a dit « Vous voulez dire que ce n'est pas dans ma tête ?» Non, Christine, ça n'a jamais été dans ta tête. Et c'est là que la recherche change vraiment la donne. La thérapie cognitivo-comportementale spécifique à la ménopause, quelque chose de protocolisé, pas une thérapie de gestion du stress générique, réduit l'intensité des symptômes vasomoteurs de 50 à 70% dans les essais contrôlés randomisés. La venlafaxine à 75 mg, un antidépresseur de la famille des IRSNA, réduit la fréquence des bouffées de chaleur de 35 à 60% via l'axe sérotoninergique, sans aucune action hormonale. En mai 2023, la FDA a approuvé le fezolinetant, le premier antagoniste non hormonal qui cible directement ce circuit neurologique, avec une réduction documentée de 60 à 70% des épisodes vasomoteurs dans les essais de phase 3, sans hormones, sans risque hormonodépendant. La majorité des médecins généralistes n'en ont jamais entendu parler. L'exercice structuré, 150 minutes hebdomadaires d'intensité modérée, réduit la sévérité des bouffées de chaleur de 29% selon l'essai clinique MS-FLASH, non par combustion calorique, mais par régulation de la thermorégulation centrale. Ce ne sont pas des promesses,
ce sont des résultats publiés. Et voilà ce moment, quand quelque chose lâche. Vous avez tout fait juste, bougé, mangé différemment, et votre corps a quand même résisté. La fatigue était là, le poids aussi, cette brume dans la tête qui ne se levait pas. Et vous vous êtes dit, parce qu'il n'y avait personne pour corriger cette impression, que c'était vous le problème, votre volonté, votre discipline. Non, ce n'est pas de l'âge, c'est un glissement hormonal précis que personne ne vous a jamais expliqué. Votre corps ne vous a pas trahi, il a été ignoré. Quelqu'un, dans ce système, a décidé que cette conversation n'était pas nécessaire. Pas un accident, de l'inertie sur des décennies avec un coup physique dans votre propre corps. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas seule, et la colère tranquille que vous sentez monter là, maintenant, elle est juste. Si rien ne change dans les 12 à 36 prochains mois, pas pour alarmer, mais pour nommer ce qui est documenté, les bouffées de chaleur ne vont pas s'atténuer d'elles-mêmes, elles vont se consolider. Le sommeil va continuer à se fragmenter et avec lui, votre mémoire de travail, votre concentration, ces micro-défaillances que vous imputez au stress ou à l'âge. Et chaque mois sans réponse creuse un peu plus la conviction que c'est vous le problème, que vous ne faites pas assez. Ce mécanisme, le retournement de la souffrance contre soi, c'est la conséquence la moins visible et souvent la plus durable. 70% des femmes dans cette transition rapportent un impact sur leur santé mentale. Anxiété persistante, irritabilité incontrôlable, épisodes dépressifs que rien n'explique clairement. Les taux de dépression doublent en périménopause par rapport aux années reproductives. Et pourtant, à peine 3 femmes sur 10 cherchent un soutien adapté. Pas parce qu'elles ne souffrent pas, parce qu'elles ont été formées à normaliser. On leur a dit le stress, l'âge, la vie. Répété assez longtemps, ça finit par tenir lieu de vérité. Entre 3 et 10 ans, la densité osseuse entre dans sa fenêtre critique. Les femmes perdent jusqu'à 20% de leur masse osseuse dans les 5 à 7 premières années post-ménopause, rapidement, silencieusement, sans douleur perceptible, jusqu'au jour d'une fracture. Le syndrome génito-urinaire de la ménopause, sécheresse vaginale, infection récurrente, inconfort chronique, ne se résout jamais spontanément. Il progresse. Et des femmes apprennent à vivre avec ce qu'elles n'auraient jamais dû avoir à accepter, parce que personne ne leur a dit que c'était traitable. À partir de 10 ans, les conséquences deviennent systémiques. Les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de mortalité des femmes de plus de 60 ans, devant le cancer du sein. L'œstrogène était cardioprotecteur, son absence silencieuse ne l'est pas. Le risque de démence augmente de façon documentée, pas spéculative. Et le risque de fracture ostéoporotique touche une femme sur 2 après 50 ans. 1 sur 2. Ces trajectoires commencent dans le silence de ce cabinet où on vous a tendu une liste de suppléments sans vous expliquer ce qui se passait réellement. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces symptômes vous portez depuis plus d'1 an et qu'on vous a dit d'accepter comme une fatalité. Je veux savoir ce que vous traversez. Ce n'est pas un échec personnel, c'est un silence hérité avec un coût physique mesurable. Voilà ce que vous emportez. Pas des principes, des mots concrets que vous pouvez prononcer dès demain matin. Vous entrez dans ce cabinet et vous demandez, exactement comme ça, avez-vous suivi une formation continue spécifique à la gestion de la ménopause au cours des 5 dernières années? Et si la réponse est vague ou hésitante, je souhaite consulter un praticien certifié en ménopause. Pouvez-vous m'orienter vers un médecin référencé par la Menopause Society ou le NAMS, la North American Menopause Society? Vous demandez des examens par leur nom clinique, un bilan hormonal complet incluant l'estradiol sérique, la progestérone, la testostérone totale et la TSH. Pas une TSH isolée, un bilan complet. Une ostéodensitométrie DEXA si vous avez 50 ans ou plus. Une insulinémie à jeun si vous luttez avec votre poids.
une FSH si votre stade périménopausique n'est pas clairement établi. Et si on vous répond que vos résultats sont dans les normes, vous dites mot pour mot « Je comprends que mes résultats se situent dans les plages de référence standard, mais je présente des symptômes vasomoteurs, des troubles du sommeil et une fatigue cognitive que je souhaite explorer comme manifestation hormonale possible et non attribuée au stress ou au vieillissement normal. » Ce n'est pas être une patiente difficile, c'est être une patiente informée. C'est difficile, je ne vais pas vous dire le contraire. Vous demandez à un système qui vous a déjà laissé sans réponse de vous répondre autrement. Et peut-être que le premier médecin ne sera pas le bon. Mais maintenant, vous avez le langage qu'il comprend. Vous n'êtes pas en train d'échouer. On ne vous a jamais dit la vérité sur ce qui vous arrivait. Vous n'êtes plus la femme qui sort d'un cabinet avec une liste de suppléments et un silence en guise de diagnostic. Vous êtes la femme qui connaît les mécanismes biologiques de ce qu'elle vit, les noms des protocoles cliniquement validés, la TCC spécifique à la ménopause, le fésolinétant, la venlafaxine, et les mots exacts pour exiger une réponse clinique sérieuse. Ce que vous savez maintenant, ce que vous n'avez pas trouvé dans ce cabinet il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est que la question n'a jamais été les hormones ou rien. La question a toujours été « Qui vous a laissé croire ça ? Et combien d'années cela vous a-t-il coûté ?» Le silence prend fin dans cette pièce. Partagez votre histoire dans les commentaires, ce que vous aviez besoin d'entendre depuis longtemps et qu'on ne vous a jamais dit. Je lis chaque message. Mais comprendre le mécanisme, c'est la première chose. La deuxième, et c'est là où beaucoup de femmes butent, c'est d'avoir en face d'elles un médecin qui connaît ses options. Parce que si ce n'est pas le cas, cette conversation ne change encore rien dans votre vie réelle. La prochaine fois, on parle de ça précisément. Comment identifier un praticien réellement formé à la ménopause et les 3 questions exactes à poser dès les premières minutes du rendez-vous. Prenez soin de vous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.